Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Ma nouvelle invitée est Julie Cutillas qui a fondé la startup Coven. Coven est une société spécialisée dans la création d'escape games avec comme thème principal la prévention des risques. Julie est la première entrepreneure invitée dans le podcast. Elle apporte sa volonté d'aborder la prévention des risques de manière positive et d'y appliquer la pédagogie du learning by doing. Elle nous partage ses expériences et ce qui lui a donné l'envie de monter un projet dans le domaine de la sécurité au travail. Bonne écoute! Bonjour Julie. Alors Julie, tu es donc la dirigeante associée de Coven. Je suis très content que tu sois dans le podcast aujourd'hui parce que je suis très content de pouvoir accueillir une femme dans la prévention et qui s'est donné une mission d'être innovant dans la prévention, donc ça remplit plusieurs objectifs en même temps. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Oui, donc aussi je suis très contente d'être là d'ailleurs, merci de m'avoir invitée. Alors j'ai un parcours qui n'est pas complètement classique, en tout cas je ne suis pas issue du domaine de la prévention des risques, puisque j'ai commencé à travailler dans la banque en tant que chargée d'affaires entreprise. J'ai ensuite évolué vers le microcrédit dans des ONG, où j'ai travaillé en Afrique notamment pas mal. Et puis j'ai ouvert des restaurants, donc voilà, on pourrait se dire mais que vient faire cette personne en prévention? Oui. Mais effectivement, voilà, la prévention, moi, ça a été une rencontre, la rencontre avec mon associée Claire, qui, elle, est préventrice de métier. Et en discutant avec Claire, je me suis rendu compte que j'avais toujours fait de la prévention, en fait, dans tous mes domaines d'activité, mais sans le savoir. D'accord. Et donc tu as trouvé la fibre à travers une rencontre, mais aussi dans le fait d'être entrepreneur même, pardon. Ouais. Et en étant, tu as pu créer des entreprises, les revendre, je crois aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement. Alors j'ai géré déjà des projets dans des domaines d'activité différents, puisque même quand j'étais en Afrique, en fait, on faisait de la prévention des risques, on faisait de la prévention du risque routier quand on partait en mission, etc. Tout ça ne portait pas le nom de prévention des risques parce que ce ne sont pas forcément des domaines où on parle beaucoup de prévention des risques en tant que tel. Mais les risques qui sont là, ils sont même plutôt nombreux par moment. Et ce sont des choses qu'on aborde sans le savoir. Et puis après, en ouvrant mes restaurants, j'ai suivi une formation, mais qui est très très rapide, et qui aborde l'hygiène en fait, mais qui parle jamais de prévention, qui parle d'hygiène et de risques sanitaires. Jamais trop de prévention. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des protocoles sanitaires, des mesures de prévention dans mes restaurants, mais sans le savoir, en fait, sans savoir que ça s'appelait comme ça. D'accord. Et donc comment t'en es arrivé? Donc, tu as rencontré ton associé, pardon, Oui. et comment vous en êtes arrivé à créer une entreprise spécialisée dans la prévention? J'ai rencontré Claire qui venait souvent manger des crêpes, notamment des crêpes au caramel et au chocolat dans un de mes restaurants. Et Claire était préventrice de métier, avait pour projet de se mettre à son compte. Il m'a demandé des conseils, au départ sur l'entrepreneuriat, et donc on a discuté des options qui s'offraient à elle, etc. Et puis quand j'ai vendu, je suis rentrée en métropole. J'ai eu un poste de remplacement en arrivant en métropole dans une entreprise du groupe Vinci, dans le bâtiment. Et à cette époque-là, j'étais toujours en contact avec Claire, qui avait toujours ce projet de se mettre à son compte. Et il y a eu un presque accident dans l'entreprise où j'étais, qui aurait pu être plutôt grave. Et la gestion de l'accident m'a un petit peu étonnée, notamment sur le niveau managérial, ça m'a beaucoup étonnée. Et donc, j'en ai beaucoup parlé à Claire. Et de là, Claire a été longtemps dans le domaine du bâtiment.
Et de là, on s'est dit, mais il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire, quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Donc, D'accord. Et donc, alors ouais. vous avez créé Coven. Et c'est quoi l'activité de Coven aujourd'hui? Alors, Coven, aujourd'hui, c'est un organisme de formation. On fait de la formation et du conseil. On est Datadoc et bientôt Calliope. Et en fait, notre mission principale, la mission qu'on s'est fixée, en tout cas avec Claire, c'est de faire de la prévention des risques, mais en suscitant l'adhésion des collaborateurs. Et donc, en essayant d'impliquer tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, mais surtout les collaborateurs de terrain, les techniciens, les compagnons, etc. Parce qu'on pense qu'il n'y a qu'en suscitant l'adhésion de tout le monde que de vraies actions de prévention peuvent se mettre en place au sein de l'entreprise et que ces mesures de sécurité, de prévention peuvent être, on va dire, appréhendées et assimilées par tout le monde et devenir un vrai réflexe au quotidien, quoi. Voilà. Et comment ça Ouais. marche alors le fait d'impliquer tout le monde et de réaliser des activités de prévention qui touchent toute la ligne d'une entreprise? Nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur nos expériences, parce que Claire a quand même animé la prévention pendant une 12aine d'années. Moi aussi, au sein de mon entreprise. J'ai géré aussi des projets de formation avant. Donc, on s'est basé sur notre expertise et on s'est dit que la pédagogie active, c'était la clé, mais que la pédagogie active, pas pour en faire un beau mot qu'on met un peu partout à toutes les sauces. Et donc, on s'est dit comment on fait pour avoir un outil de formation qui nous permettent d'impliquer à 100% les participants et que ce soit les participants qui fassent eux-mêmes leur formation, quoi. Voilà. Et que nous, on soit là en support, mais que la formation soit portée par eux. Et bien, du coup, un des premiers outils qu'on a mis en place, c'est les escape games. Donc, ce sont de véritables escape games comme ceux qu'on faisait avant confinement, en tout cas, le week-end en loisirs dans des salles spécialisées. C'est la même chose exactement. C'est d'ailleurs un concepteur d'escape game qui nous a aidé à concevoir les nôtres. Et puis, chaque énigme, c'est un message de prévention. Et comme ça, on a des gens déjà qui passent un très bon moment. Du coup, ça favorise ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel positif. Ça laisse forcément des bons souvenirs. Ça marque les esprits. Et puis surtout, ce sont les gens qui font. Nous, on ne fait rien. Nous, on les guide. On les guide et on discute après. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait finalement. Ça veut dire que vous êtes... ton public, tu vas avoir 5-6 personnes de toute tous les postes de l'entreprise et tu les enfermes dans le camion, j'imagine, ou directement dans une salle. Ouais. Et c'est là où ils vont faire un scénario que vous avez prédéfini que vous avez prédéfini forcément, mais je veux dire que vous avez défini avec l'entreprise ou c'est quelque chose qui est duplicable pour plusieurs entreprises? Alors, le modèle économique veut que si on veut vendre quelque chose qui soit abordable et faisable un peu par tout le monde, on ne peut pas faire de sur-mesure pour tout le monde. Donc, on a, nous, des scénarios qui sont prédéfinis. Néanmoins, nos clients peuvent choisir d'enlever certaines énigmes si ils ne sont pas du tout concernés. Imaginons que quelqu'un ne soit pas du tout concerné par l'amiante. On peut très bien enlever l'énigme sur l'amiante. Même si ça reste un message de prévention générale qui est assez intéressant, mais on peut l'enlever, donc on peut moduler comme ça. Et après, non, le scénario est prédéfini. On fait aussi du sur-mesure, mais c'est pas notre activité principale et ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est pas forcément si intéressant que ça. En fait, ce qui est intéressant dans l'escape game, ça va pas être d'appliquer des procédures que souvent les gens connaissent déjà. Finalement, c'est plutôt d'aborder des messages généraux de prévention par un autre biais et surtout d'ouvrir le dialogue. Donc nous, le dialogue, on l'ouvre à l'issue du jeu, mais on remet aussi des outils à l'entreprise après notre passage pour qu'elle puisse, elle, continuer ce dialogue en se basant sur notre escape game ou sur d'autres animations tout au long de l'année. L'idée, c'est vraiment que ce soit l'événementiel, certes, c'est de l'événementiel, mais surtout que ça permette d'animer la prévention au quotidien. Sinon, si c'est juste une action ponctuelle, ça a moins de sens. Et comment tu t'assures que ça, justement, tu parlais de ton retour d'expérience, que ça marche tout au long de l'année. Comment tu t'assures du fait que ça percole, on va dire, sur une année? Tu fais des ateliers qui reviennent d'année en année ou il y a autre chose?
Non, alors nous on vend, on va dire, du one shot, hein. On vend, une intervention sur une journée, sur une semaine, sur, une demi-journée, enfin voilà. Après on propose à l'entreprise, en plus de notre venue, des outils, qui vont lui permettre de surfer sur ça. On propose de la mesure d'impact, mais on propose aussi un livret de prévention. Par exemple, si je pense à un de nos escape games, avec ça, on a un livret de prévention qu'on propose, qui permet d'animer des causeries tout au long de l'année en se basant sur les énigmes de cet escape game-là. Donc voilà, l'idée, c'est de surfer sur justement ce fameux ancrage mémoriel positif. Et après, nous, on essaye surtout de préparer notre venue pour que, quand on soit là, ce soit efficace, que tout le monde soit au courant de pourquoi et de comment il est là et de à quoi ça peut servir. Parce que si on a des collaborateurs qui découvrent ça à 8 h du matin, bon, bah, c'est peut-être un petit peu moins percutant et un petit peu moins impactant que si ils ont été prévenus des jours, des semaines à l'avance qu'on va venir et pourquoi, quel est l'objectif, quel est le but, etc. Donc nous, c'est comme ça qu'on essaie de s'inscrire dans le long terme. C'est sur le avant, préparer notre venue et faire en sorte que ce soit pas un parachutage sur une journée sécurité. Et c'est aussi permettre, fournir à l'entreprise des outils qui vont lui permettre de surfer sur notre action tout au long de l'année, sans forcément avoir besoin de nous. Dans les entreprises, voilà, ils ont des animateurs prévention, des responsables qui sont là pour ça, dont c'est le métier. Nous, l'idée, c'est de venir renforcer ponctuellement leurs compétences et voilà, créer un escape game. Je pense que beaucoup de préventeurs y ont pensé. Très peu ont le temps de le faire parce que ça demande un peu de temps. Ouais, alors je valide complètement parce que pour l'avoir fait une fois, je l'ai fait avec une collègue, c'est énormément de préparation. Nous, on avait fait, je crois que ça s'appelait une murder party, mais en fait, c'était le même principe, enfin, c'était un principe qui était similaire. Et effectivement, c'est beaucoup de préparation. Et en fait, là, à ce moment-là, on s'est dit qu'on pourrait se faire aider, mais en gros, c'était un peu tard. Mais je suis d'accord que en tant que préventeur, souvent, on peut avoir des idées qu'on a du mal à mettre en œuvre et pour lesquelles on a besoin, justement, pour moi, d'être aidé par des gens qui sont spécialistes dans le domaine, tout simplement. Et en plus, c'est pour ces préventeurs-là, nous, on a nombre de préventeurs qui nous appellent en disant j'avais commencé à le faire, et puis devant l'ampleur de la tâche, et puis je suis tout seul. Et puis pour l'animer le jour J, je fais comment parce que peut-être que j'ai pas les qualités d'animation ou que j'ai pas envie, et que peut-être que si le message il est porté qu'en interne par toujours la même personne, ce fameux animateur prévention, les collaborateurs ils ont peut-être une oreille un peu moins attentive, ils seront peut-être moins réceptifs au jeu. Et peut-être qu'ils auront plus de mal à se mettre dans l'ambiance, quoi. Parce que voilà, il y a aussi toute cette dynamique qui est importante. Ça me surprend pas. Et en plus, souvent, quand tu fais une journée sécurité, tu es au four et au moulin, donc tu dois animer, gérer les prestataires, gérer l'animation, faire que ça se dynamise, la bonne humeur, tout ça, ça fait partie du métier. Mais effectivement, je pense que quand tu as des aides sur lesquelles tu peux compter de ce style-là, c'est d'autant plus positif. Et vous intervenez auprès de quel type d'entreprise aujourd'hui ? Alors, on intervient auprès de tout type d'entreprise. On a beaucoup commencé avec le bâtiment et les travaux publics. Et puis, on s'est beaucoup diversifié. Donc, aujourd'hui, on travaille dans l'industrie, on travaille avec des mairies ou des communautés de communes, on travaille dans le transport et la logistique. On devait commencer à travailler avec Conforama aussi, avec La Poste. Tout ça, c'était prévu là pendant le confinement. On avait signé des partenariats qui sont toujours valables, mais voilà, c'est repoussé. Mais par exemple, pour le groupe La Poste, on a créé pour eux une énigme spécifique sur les agressions canines. Voilà, parce que leurs facteurs, parce qu'on travaille avec des facteurs et avec la branche courrier, quoi. Et voilà, et donc eux trouvaient la plupart de nos énigmes stop et très adaptées, et il leur manquait voilà. Donc en signant le partenariat, on a convenu de développer pour eux cette énigme spécifique. Voilà, donc on fait aussi un peu sur mesure. Ouais, effectivement, parce que moi je suis pas du domaine, mais c'est vrai que quand on regarde, quand on analyse un petit peu le métier d'un facteur, ça doit être un des risques prépondérants avec le risque routier, je pense. Ouais, c'est ça. Nous, là, c'est pour le Sud-Est, pour la direction régionale du Sud-Est. Donc, il y a ça. Et les incivilités humaines dans une certaine ville particulièrement, où les facteurs apparemment sont beaucoup soumis aux incivilités et agressions humaines. Et donc, on a développé aussi une énigme pour eux là-dessus.
Ok. Ah ouais, Voilà. donc et du coup, alors ça me fait penser à quelque chose que je voulais te demander avant. Donc c'est la pédagogie active, tu disais. Ouais. Donc vous êtes, enfin c'est, moi je trouve que c'est forcément ce qu'il faut et en même temps c'est quand même du temps de développement, mais du temps aussi pour faire adhérer les participants. Alors, ce que je me demandais, c'est pourquoi finalement vous êtes parti directement sur cette logique de pédagogie apprenante, ou qu'est-ce qui vous a fait adopter cette façon de faire de cette pédagogie apprenante, plutôt que commencer classiquement par une formation en présentiel qu'on peut voir souvent dans le domaine. Mais justement, parce que tu as dit le terme classiquement, je pense, et que d'une part, il y a des gens qui ce classique-là, savent très très bien le faire, dont c'est le métier depuis très longtemps. Et donc, d'une part, ils le font bien, d'autre part, venir les concurrencer, ça aurait peut-être été compliqué. Et puis, parce que nous, on est vraiment parti vraiment de ça, quoi, du truc de comment on fait adhérer les gens à 100%, comment on fait pour qu'ils soient acteurs de leur formation vraiment, quoi. Qu'il n'y ait pas un sachant et une information descendante. Donc c'est pour ça que tout de suite, en fait, on est parti des escape games. Et qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place d'autres ateliers de sensibilisation, on va dire, à différentes thématiques, mais qui partent toujours de ça, de l'expérimentation, du fait de faire, quoi, de faire en sorte que l'apprenant fasse et fasse par différents canaux. Ça peut être la vue, ça peut être le toucher, ça peut être l'ouïe. Plus on mobilise de sens, plus on a de chances que le message il soit assimilé et retenu en tout cas. Ok. Ouais, c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant et assez innovant pour le domaine parce que euh, se focaliser sur ancrer les savoirs, c'est quelque chose que même les formateurs, je disais classiques, mais plus habituels font, mais c'est toujours une difficulté et c'est aussi quelque chose en prévention auquel on est souvent confronté, donc je trouve ça très, Oui. très intéressant. Alors, par contre, on ne dit pas que c'est une difficulté qu'on a résolue à 100%. Hein. On ne vient pas prêcher la bonne parole en disant grâce à nous. Mais on pense qu'en tout cas, notre outil et les autres ateliers qu'on est en train de développer, enfin nos outils, ils viennent en complément de ces formations plus classiques en présentiel. Ils viennent en complément des actions d'animation de la prévention au quotidien qui sont menées dans l'entreprise. C'est vraiment un complément. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est le facteur humain qu'il faut réussir à activer si on veut avoir le moins d'accidents possible, tout simplement. On voit bien que c'est ce facteur humain-là. Et donc, ce facteur humain, il ne peut pas s'activer uniquement en mettant les gens devant des e-learning, et ce n'est pas possible. Ok, j'aime bien cette vision. Et donc aujourd'hui, en tant que dirigeante de Covem, à quoi ça ressemble ta mission finalement? Alors, du coup, on est deux associés. Donc, je suis associée avec Claire, qui est mon experte métier. Donc, on va dire que quand on crée, par exemple, un escape game, Claire, elle part de ses bases de prévention. Donc, elle va tout nous définir ce qu'on doit aborder, comment est-ce qu'on peut l'aborder. Moi, je viens avec un regard un peu extérieur et plus, on va dire, plus généraliste. Et je me mets à la place de l'apprenant, je me mets à la place du client aussi, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir, etc. Et puis comme ça, on co-conçoit des produits. Donc il y a de la conception de produits, et il y en a eu pas mal là pendant cette période justement de confinement. Et puis je gère moi les aspects développement, que ce soit le développement commercial, le développement de partenariat aussi. Puisqu'on essaye d'en développer de plus en plus avec d'autres acteurs de la prévention et de la formation. L'idée, c'est que plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, ensemble, on est plus fort que tout seul, chacun dans son coin. Donc ça, on développe pas mal de partenariats. Et puis, je gère tous les aspects moins drôles, administratifs et financiers, RH, liés à l'entreprise. D'accord, bah alors ça fait quand même malheureusement ou heureusement en tout cas partie de la mission, je pense. Ouais. Mais donc, je voudrais peut-être m'arrêter sur ce que tu disais, là, la co-construction des produits. Donc, vous partez de l'expérience de ton associé, mais il y a, toi, tu as cité l'exemple de la Poste tout à l'heure, quand vous partez d'un besoin, d'un risque auquel
il faudrait se confronter ou en tout cas aider Ouais. les intervenants à mieux gérer. Comment ça se traduit opérationnellement? Bah, opérationnellement, ça dépend. Soit on a l'expertise en interne et c'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien, donc c'est simple. Dans le cas, par exemple, de ces agressions canines, bon, là, très clairement, voilà, on n'avait pas d'expertise là-dessus en interne. Par contre, la Poste en a. Donc déjà, on a beaucoup échangé avec les services prévention de la Poste. Et on a aussi échangé avec un comportementaliste canin qui nous a aidé à comprendre certains mécanismes, etc. L'idée, c'est vraiment de fouiller le sujet, d'essayer de le comprendre au mieux, d'essayer de le décortiquer sous toutes ses coutures pour en ressortir les grands traits et les bases, on va dire. Quand on s'adresse à un expert, de temps en temps, ils ont tendance à aller très 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 loin dans le sujet sur certains aspects qui leur paraissent primordiaux, qui ne le sont pas pour tout le monde. Donc nous, on écoute, on lit, on décortique le sujet dans tous les sens et on essaye d'en ressortir les grands principes. Et après, là vient la part complètement créative et subjective de la création d'énigmes, où là, il faut faire jouer son imagination. Là, c'est vraiment... c'est très intime, presque. Ouais, effectivement, et en plus, je trouve que, enfin, c'est pour ça que c'est bien un métier. Moi, ça me paraît vraiment compliqué de créer des énigmes qui soient pas trop évidentes et qui en même temps, toi, où il n'y a pas trop de références personnelles parce que il faut que ça touche un maximum de personnes, et en même temps, il faut pas qu'elles soient trop évidentes, sinon, finalement, quand il n'y a pas de difficulté, on pense qu'il y a pas on retient forcément moins l'information. Est-ce que dans ce style de conception d'énigmes, tu as peut-être une expérience à partager sur quelque chose que vous avez tenté et qui n'a pas forcément fonctionné? Ce qu'on a tenté, nous, au départ, en fait, c'est pas une anecdote très précise, mais ce qu'on a tenté de faire au départ, quand on a eu l'idée de notre tout premier escape game, on s'est dit, bon, on a déjà fait des escape games, nous, c'est quand même pas la mer à boire, on va le faire, quoi. Donc on a mis en place toutes les énigmes qu'on voulait aborder, etc. Et puis dans mon garage, on l'a développé et on l'a fait jouer. Et là, on s'est rendu compte en le faisant jouer. Alors on avait déjà un doute avant, mais alors quand on l'a fait jouer à nos conjoints, tout simplement, on s'est rendu compte que ça ressemblait plus à une chasse au trésor que je pourrais organiser pour ma fille qui a 9 ans qu'à quelque chose qu'on pouvait vraiment présenter sérieusement en entreprise. Les idées prévention, elles étaient là, il n'y avait pas de souci. Mais alors, par contre, on s'improvise pas. On ne s'improvise pas concepteur d'escape game comme on ne s'improvise pas préventeur, comme on ne s'improvise pas communicant. Dans ça, il y a des ficelles, quoi. Donc c'est pour ça que nous, après cet échec plutôt cuisant, on s'est tourné vers des concepteurs d'escape game qui nous aident. D'accord. Et donc celui-ci, j'imagine que peut-être vous avez abandonné, mais après, est-ce que tu as à l'opposé un escape game que finalement peut-être ton best-seller ou je sais pas, mais un escape game qui marche, tu sais qu'à chaque fois les participants vont vraiment être ravis, ou en tout cas ils vont bien adhérer au message qui est transmis? Celui qu'on appelle le multi-risque, en fait, c'est un escape game où on a créé, au début on avait 7 énigmes, maintenant on en a 11. Chaque énigme représente un risque, donc en fait c'est quelque chose qui correspond à tout le monde et à tous les secteurs d'activité, parce qu'on va y aborder l'amiante, les risques électriques, la manutention, les risques sonores, etc. Après, notre client il fait son petit shopping parmi les énigmes qu'il a envie d'aborder. Et c'est développé dans des camions. Donc nous, on arrive avec nos camions qui sont plein de couleurs, qui sont très très beaux, directement sur chantier ou sur parking. Donc déjà, rien que notre arrivée, ça fait un petit frisson d'excitation. Et puis on fait rentrer les groupes. On a un scénario, ça dans tous nos escape games, on a des scénarios. Donc on a une petite histoire qu'on raconte, ça dure 5 minutes, on fait rentrer les joueurs. Et là, ils ont 40 minutes pour trouver la réponse à notre question. On les enferme dans le noir, ils sont avec leur lampe torche. Ça c'est jamais personne n'est ressorti en disant en plein la tête, quoi. Les gens ressortent avec un grand sourire et en plus de ça, ils ont complètement compris tous les messages que vous voulez leur faire passer. Et du coup, il y a un vrai dialogue qui s'engage juste après et c'est hyper intéressant.
D'accord, parce que du coup, que j'avais regardé, quand j'avais préparé l'interview, j'avais été faire un tour sur votre site et je me demandais si ouais, tu faisais toujours enfin, rentrer les gens dans le camion et comment ça se passait. J'imagine que c'est comme un escape game classique, il y a un maître Ah, du jeu qui. exactement. Il y a un maître du D'accord. jeu, on a des talkie-walkie, on a une caméra. Dans les espaces de jeu, que ce soit les camions, les tentes ou les salles, on a toujours une caméra. Donc c'est vraiment, nous on s'efface en fait, on laisse l'équipe jouer son jeu. On les laisse se débrouiller, on donne quelques indices qui sont tous des messages généraux de prévention. Ça, on a des scripts qui sont bien écrits pour ça. Et voilà, et ça marche toujours. Ça marche toujours parce que les participants, ils ont affaire vraiment à un jeu de qualité. Voilà, je vais pas me lancer des fleurs, mais en tout cas, on a vraiment fait en sorte que ce soit pas une chasse au trésor, quoi. C'est vraiment un escape game avec tous les codes de l'escape game. Et en même temps, ils y retrouvent les messages qui sont délivrés au quotidien dans l'entreprise et ils y retrouvent les procédures qu'ils appliquent eux-mêmes, quoi, au quotidien. Ou alors qu'ils appliquent pas assez, peut-être, mais en tout cas, ils les connaissent. Ouais. Donc, voilà, et l'intervention, elle est toujours préparée en amont avec l'entreprise, de toute façon. Nous, on va toujours demander à l'entreprise, OK, on intervient chez vous, dans quel contexte ? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique sur laquelle vous voulez mettre l'accent au cours de notre intervention ? Et au cours du débriefing qui est réalisé après le jeu, nous, justement, on peut axer le dialogue sur ces problématiques-là. Bah, alors justement, tu devances une question que j'avais. En général, toi, tu vas être en contact avec, j'imagine, des QSE Ouais. qui font appel à toi voilà, pour animer, enfin, j'imagine une animation sécurité, une journée sécurité. Leur vision par rapport à un service ou par rapport à la prévention, elle est plutôt, on vous fait intervenir comme ça ou est-ce qu'on veut lancer quelque chose, une démarche sur un risque en particulier grâce du coup, tu disais l'escape game multi-risque. Alors, on va être honnête. Ouais. Généralement, dans la majorité des cas, voilà, on nous fait intervenir un petit peu comme ça. C'est pour ça, et donc c'est de l'animation ponctuelle. Et c'est pour ça que nous, c'était pas notre souhait de base. C'est pour ça qu'on a développé ce livret de prévention, qu'on a développé cette mesure d'impact, qui sont des options. Voilà, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est que vraiment, on trouve ça dommage de payer une animation qui va durer une journée et dont on va plus jamais reparler après. Tout à fait. En tout cas, c'était pas l'objectif de départ. Ça arrive souvent que ce soit le cas et souvent c'est par manque de temps. C'est vraiment ça, c'est un manque de temps. Parce que voilà, on sait que c'est des métiers qui sont aussi noyés sous l'administratif et sous des contraintes pas très créatives. Et donc voilà, la personne est noyée un petit peu là-dessous. Donc c'est pour ça que notamment ce livret de prévention, on propose un outil de causerie clé en main qui permettent par des visuels de revenir sur les énigmes qu'on a résolues dans nos escape games et du coup qui permettent de reparler de ce moment d'escape game, de faire revenir des bons souvenirs, de faire en sorte que les participants du coup généralement le sourire, c'est un moment positif et donc ça permet aux préventeurs d'engager le dialogue autrement. D'accord. C'est le souhait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clients malheureusement qui utilisent ces outils-là. Les quelques qui l'ont utilisé, ils nous demandent. Alors, je pense à un ou deux groupes avec qui c'est pas signé, donc je ne vais pas le dire. Ça devait signer avant le confinement aussi. Mais on a testé sur une agence en France. On a remis le livret de prévention gratuitement parce qu'on sentait qu'il y avait un vrai besoin et que c'était trop dommage. Et le préventeur est tellement charmé qu'on nous demande maintenant une tournée sur la France entière, dans toutes les agences. D'accord. Parce qu'il y a un vrai impact. Mais il faut l'utiliser. Et malheureusement, nous, on peut pas... on peut fournir toutes les clés pour pouvoir surfer sur cette vague positive. On ne peut pas le faire à la place. Voilà, tu leur donnes les clés après à eux de s'embarquer dans cette démarche-là. Exactement. Et on comprend aussi que ce soit pas simple. Enfin, c'est comme tout le monde. On est pris dans un quotidien qui fait que on a du mal à se trouver du temps, à se dégager du temps. Mais c'est pour ça que on essaye au maximum, nous, de faciliter ce travail-là et de faire en sorte que l'animation d'une journée, elle s'inscrive sur au moins 6 mois après notre passage. D'accord. Et
Alors du coup, donc c'est ta première boîte dans le domaine de la prévention, mais ce Oui. que je me demande, c'est qu'est-ce qui a fait que finalement tu persévères dedans et qu'est-ce que tu y as trouvé, toi, qui te donne du sens pour continuer? Bah, c'est passionnant en fait. Ce qui est passionnant, c'est qu'on s'adresse à tous les métiers, à toutes les tailles d'entreprise, et que en fait, ben, moi, j'apprends quelque chose absolument tous les jours. Et que quand on va chez nos clients, ben, il y a cet échange permanent. Voilà, quand on fait les escape games, quand on fait du conseil. Alors moi, c'est pas moi qui fais du conseil, hein, il faut se rassurer là-dessus. C'est clair. Mais quand on intervient en formation ou quoi, ben, on a cet échange permanent qui fait que voilà, le préventeur, je pense que c'est pas un métier de sachant. Et j'ai jamais rencontré de préventeurs qui me disent, moi, je connais tout sur tout. J'en ai jamais Non. rencontré. Enfin, c'est impossible de toute façon. C'est tellement vaste, les secteurs d'activité sont tellement variés. Donc en fait, on apprend toujours, tous les jours, où qu'on aille, on apprend. Et voilà, bah, moi, ça satisfait cette curiosité insatiable. Ça me va bien. D'accord. Bah, je pense aussi. Franchement, je suis convaincu que c'est un métier de passionné et que si on persévère dedans, c'est qu'on y a trouvé ça. Et à côté de ça, ouais, c'est un métier aussi de challenge quand même. Faut en être conscient Ouais. parce il y a de l'humain. Est-ce que toi, tu peux nous partager un challenge que t'as vécu depuis que tu es à la tête de Coven? Un challenge. Je ne sais pas ce que tu entends par challenge, mais moi, il y a Alors, une anecdote. Ouais, vas-y. ouais, non, vas-y, excuse-moi. Moi, il y a une anecdote qui me revient tout le temps et qui a enchanté ma journée et les mois qui ont suivi. Donc on était chez un client, c'était un site où il y avait des techniciens de maintenance qui étaient postés là. Et puis on était en itinérance sur une semaine entière avec le camion, avec un des escape games, et on faisait jouer voilà, des équipes, 3-4 équipes par demi-journée. Et il y a cette équipe qui arrive avec on va dire trois anciens, un chef d'équipe et deux techniciens qui étaient là depuis très longtemps à ce poste-là, sur ce site-là. Et deux jeunes en apprentissage, très jeunes, ils devaient avoir 18 ans, tout jeunes. Et du coup, les anciens voilà, connaissaient pas le principe d'escape game, bah, les jeunes le connaissaient très bien. Donc Mhm. déjà, il y a eu un échange qui s'est fait à ce moment-là qui était top, quoi, entre les deux générations qui se sont... les jeunes qui aidaient, qui aiguillaient les plus anciens, on va dire, dans la compréhension de ce qu'était un escape game. Et puis après, dans le camion, le partage a été vraiment, vraiment top. Et au moment de la sortie, on a une énigme sur les EPI. Et cette énigme, elle abordait à ce moment-là la conformité des EPI, la vérification de la conformité et notamment des dates de validité, de péremption des EPI. Mhm. Et les deux jeunes ressortent, et c'est la dernière énigme du jeu qui permet voilà, de débloquer la question finale et d'ouvrir le camion et de sortir. Et puis du coup, ils sortent, bon voilà, super, super ambiance, super équipe. Et les deux jeunes, en fait, directement enlèvent leurs casquettes, ils avaient des casquettes coquées, ils regardent à l'intérieur et ils disent, mais en fait, il y a une date aussi sur nos casquettes. Et le chef d'équipe qui dit, bah oui. Et en fait, il s'est trouvé que le chef d'équipe, bah lui, c'était tellement évident. Puis il a tellement d'autres choses à gérer aussi, plus importantes peut-être, enfin, qui lui paraissent plus importantes que ces casquettes coquées qu'il n'avait jamais pensé à leur dire. Les deux jeunes venaient de découvrir que leur casquette avait une date de validité. Il s'est trouvé que les deux casquettes étaient périmées. Et donc voilà. Et En donc le chef plus. d'équipe les a cassés, a cassé les coques, les a pris sous son bras et a dit allez hop les gars, on va au dépôt, on va vous prendre 2 nouvelles casquettes, hop, on continue pas la journée sans vos nouvelles casquettes. Et voilà. Bah en fait c'est juste ça. Moi Mhm. ça m'a, enfin je me suis dit bah du coup oui, on sert complètement à quelque chose en fait. C'est voilà, moi ça m'a Non, enthousiasmé. mais je trouve ça. Enfin, c'est vrai que le voir en direct sans que eux, enfin, ils le prennent conscience devant toi sans que ce soit forcément un truc que tu dit immédiatement, mais c'est vrai que ça doit être. Il y a souvent des anecdotes ou des moments comme ça qui sont déterminants sur déjà est-ce qu'on veut continuer ou pas, ou est-ce que c'est vraiment ça a du sens pour nous, et je pense que ça c'est le Ah genre bah de truc là ouais, là qui ça prend impacte. tout son sens parce que c'était vraiment une énigme. Ils ont résolu l'énigme tout seuls, hein. Et on n'a pas fait de débrief, on n'a rien fait. Et en fait, avant même qu'on fasse un débrief ou quoi que ce soit,
bah, eux, ils avaient percuté tout de suite, quoi. Donc, voilà, humainement, c'était fou. Et puis, bah, moi, ça m'a concrètement et égoïstement démontré ce qu'on venait d'apporter très concrètement dans cette entreprise. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit partage. Là, moi, je pense que c'est la volonté enfin, moi en tout cas, de ce podcast, c'est de trouver ce qui vous anime finalement, les moments qui vous ont convaincu, les moments qui vous disent qu'il faut persévérer ou au contraire, des fois c'est compliqué, je m'en suis relevé. Enfin, moi, c'est ce genre de choses que j'aime bien partager. Alors du coup, on passe sur la partie plus. Non, on passe pas sur la partie référence, plutôt sur la partie avenir de la prévention et son futur. Vu que tu es souvent au contact de préventeurs également, comment est-ce que tu vois évoluer la fonction à moyen terme? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande. Il y a deux choses. Moi, les deux choses que je vois, c'est cette digitalisation là qui paraît galopante. En tout cas, dans les discours, elle l'est. Sur le terrain, on la voit pas complètement encore. D'accord. Et en tout cas, ceux qu'on voit sont pas encore complètement convaincus. Je pense que peut-être que les bons outils n'ont pas encore été tout à fait trouvés. Voilà, pour l'instant, je vois beaucoup de e-learning qui s'applique à la prévention. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le meilleur outil, en tout cas le plus adapté. Il y a ça, et puis il y a le facteur humain. Et ça, je pense que tout le monde en parle, pas que dans la prévention, mais on sort d'une époque où c'était les moyens technologiques avant tout. Et là, on est en train de se dire, les moyens technologiques, ils sont là, ils existent, ils évoluent plus vite que nous. Enfin, voilà, ils évoluent très vite. Mais en fait, sans le facteur humain, sans l'adhésion et l'implication des collaborateurs, on peut mettre tous les moyens technologiques qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Ouais. Tu dis que finalement, j'ai l'impression que c'est pas parce que on a des outils, tous les outils possibles, que c'est juste en mettant des modules de formation directement en ligne que ça fera tout, quoi. Non, je pense pas, non. Alors moi, je travaillais dans la banque il y a maintenant de très très nombreuses années, une quinzaine d'années. Et on avait déjà dans la banque, on avait du e-learning. Et déjà à l'époque, rien ne remplaçait une formation en présentiel. On sait tous ce qu'on fait avec le e-learning. On clique. C'est long. Ouais. C'est long, on est seul devant un écran et je pense que par définition, l'être humain a besoin d'interaction. Alors ça peut être par des classes virtuelles, hein, pourquoi pas. Sur certains secteurs, des classes virtuelles avec l'informateur qui est quand même présent et du coup un échange et du coup une personnalisation, ça peut être très adapté. Mais voilà, c'est pas adapté à tout, je pense en tout cas. Ouais, mais alors justement, je te rejoins complètement sur les classes virtuelles parce que effectivement le Rex des formations en ligne où tu fais uniquement que cliquer, nous aussi on l'a intégré et effectivement soit on évolue vers des modèles du coup qui disent soit digital, donc une partie en ligne, une partie en physique mixte, qui est mixte, qui est pas trop mal, ou la classe virtuelle que moi je trouve pas mal, mais elle est tout aussi prenante, voire plus pour le formateur en fait. Parce que du coup, t'as beaucoup d'interactions, t'as beaucoup de choses à gérer, et je pense que pendant ce confinement, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté. Mais c'est vrai que en fait, ça utilise peut-être les deux parties du présentiel et aussi du digital, et je trouve ça assez intéressant. Ouais, complètement, ouais. Ça, je trouve ça plus... Voilà, en fait, il faut trouver... Et je pense que pour chaque formation et du coup, chaque métier concerné, il faut trouver le bon canal et il faut mixer les canaux surtout, quoi. Il faut pas s'arrêter à... Voilà, on a trouvé un outil qui est bien pour tel type de formation, très bien, on va le décliner pour tout le monde. Non, ça marchera pas. Je ne pense pas. Donc voilà, c'est toujours l'humain, quoi. C'est toujours se mettre à la place de celui qui va recevoir la formation et se demander un petit peu qu'est-ce qu'il va pouvoir en retenir. Tout à fait.
Et enfin, je voudrais te demander si toi, tu as un message à transmettre aux personnes voilà, qui veulent devenir des acteurs de la prévention et qui se lancent dans ce domaine, voilà, qui sont jeunes ou qui sont nouvelles dans ce métier. Moi, franchement, ce que je dirais, c'est déjà qu'il faut s'intéresser énormément à l'humain. C'est un métier qui est centré sur l'humain. Il est régi par des textes, par des lois, par des aspects réglementaires. Ça en dessine des contours, ça en pose les bases, et c'est très important. Mais après, comment on met en place un texte réglementaire, comment on applique des procédures, c'est en s'intéressant à l'humain et c'est en étant flexible. Et voilà, c'est ça. Il ne faut pas être trop psychorigide, je pense. Et je pense que les préventeurs ont souvent, pourtant, cette image un petit peu de gens un peu psychorigides qui respectent à la règle les lettres sans jamais y déroger et sans jamais réfléchir à l'impact. Je pense que les bons préventeurs, c'est tout l'inverse de ça. Ce sont des gens qui témoignent d'une grande agilité. Donc, j'ai pas de conseils, mais juste se poser la question, est-ce qu'on a envie, au-delà de gérer des textes, est-ce qu'on a envie de gérer des humains? Et est-ce que ça nous intéresse? Très bonne réflexion, je pense, pour savoir si ça nous dit et si on est prêt à y consacrer une partie ou plus de notre carrière. Donc, alors merci beaucoup Julie pour cet échange. Est-ce que tu peux nous indiquer où les auditeurs peuvent te retrouver, les sites web, les réseaux sociaux? Oui, je suis sur LinkedIn, donc moi c'est Julie Cutillas et la société c'est Coven, Coven, et on est sur LinkedIn, on est sur Internet, on est sur Facebook, voilà. Donc on peut nous retrouver facilement. Ça marche. Donc, et merci à toi en tout cas. C'est moi qui te remercie. Tous les liens sont donc dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Julie et du coup à bientôt. Merci à toi, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.